Jean-Michel Frodon est historien et critique de cinéma, auteur de nombreux ouvrages consacrés au cinéma français et chinois, au cinéma et la Shoah et au rapport entre cinéma et nation, ainsi qu'aux réalisateurs Robert Bresson, Wu Xiaoxian, Woody Allen et Edward Yang. Mardi 24 octobre 2023, à l'invitation de la librairie Ombre Blanche et de la Cinémathèque de Toulouse, Jean-Michel Frodon présentait son livre 13 Ozu, 1949-1962, paru aux éditions des Cahiers du cinéma, dans le cadre de la rétrospective à la Cinémathèque de Toulouse, consacrée au cinéaste japonais Yasujiro Ozu, du 24 octobre au 16 décembre. Merci d'être présent ce soir. Moi, je suis très heureux à deux titres. D'abord parce qu'il s'agit, à trois titres. Il s'agit de cinéma japonais, il s'agit d'Ozu, et c'est Jean-Michel Frodon. Quatrième titre, mais c'est évident, c'est la Cinémathèque. Donc ça va de soi. Donc c'est un cycle qui a commencé. Dire que dans ce cycle, il y aura une deuxième rencontre, au moins, donc avec Pascal Alex Vincent, qui sera là le mi-novembre, je n'ai plus la date. C'est le 8 décembre, il me semble que ce sera le 8 décembre, de tête. Il va falloir qu'on se remette d'accord. Là. De toute façon, c'est à la Cinémathèque. Voilà, et c'est dans le programme, et c'est dans le nôtre aussi, mais tout d'un coup, là, tu me donnes le vertige. Voilà, on disait tout à l'heure avec Cécile, on est toujours très pressés, c'est bon. En attendant, vous êtes là tous les deux, c'est Franck Lubé qui va animer le débat, et Jean-Michel, je crois que la première fois que tu es venu, c'était justement pour la Cinémathèque, et c'était d'ailleurs un débat qui était dans la petite salle de la Cinémathèque. C'était pour un livre qui s'appelle La projection nationale. Alors après, on compte plus parce que tu es venu pour du cinéma chinois, tu es venu pour le cinéma à la Shoah, tu es venu pour le cinéma et la ville. Puis bon, comme tu as été quand même longtemps responsable d'une revue, tu es aussi peut-être venu pour la revue. Et tant de choses, merci. On y va. Merci, merci Christian, merci Jean-Michel d'avoir pris le temps de venir jusqu'à nous pour ouvrir ce cycle. Tu veux ? J'allais montrer le livre, donc 13 Ozu, 1949-1962, et j'allais dire merci pour ce livre. Parce que je crois que c'est la chose la plus claire que j'ai pu lire sur Ozu. Il y a beaucoup d'ouvrages. Vous en expliquez. Je pense qu'on va y revenir. Je crois que de tout ce que j'ai lu sur Ozu, c'est la première fois que ça m'ouvre, que ça m'éclaire, que tout est clair. Alors peut-être que je suis un peu limité, hein. Par exemple, je sais que voilà Deleuze, j'ai jamais rien compris à Deleuze, donc et parce qu'il a beaucoup écrit sur Ozu, hein, entre autres, hein, parmi tous ceux. Mais là, c'est la première fois que je trouve qu'on a vraiment quelque chose qui est extrêmement clair. Donc, je vais peut-être poser deux questions, une salve de deux questions, parce que ça répond à cette remarque, ou en tout cas, c'est l'interrogation qui me vient après cette remarque. C'est la première chose, c'est que vous dites effectivement qu'il y a déjà beaucoup de littérature sur Ozu, et donc je me demandais si quelque part était nécessaire tous ces livres précédents qui me paraissent moi plutôt obscurs, alors que quand je regarde les films d'Ozu, tout me paraît très clair, et je me dis en même temps, quand on veut parler d'Ozu, on ne fait que complexifier des choses qui sont évidentes. Je ne sais pas, je trouve que les mots ne sont jamais justes en fait pour parler du cinéma d'Ozu, et que vous avez trouvé. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu cette littérature avant et que du coup vous pouvez venir derrière et du coup avoir des mots qui sont beaucoup plus simples et du coup beaucoup plus précis, je trouve, par rapport à ce qu'on peut ressentir en regardant le cinéma d'Ozu. Et je finis ma salve, et qui est aussi lié à, comment dire, c'est pas tant un livre sur Ozu
qu'un livre sur vous et Ozu. D'où 13 Ozu. Donc, aussi, pourquoi simplement ces 13 films-là et ne pas revenir à ce qui s'est passé avant-guerre, en tout cas avant la grande période, la période dite de maturité. Pourquoi voilà, ne pas avoir fait un livre qui essaye d'embrasser tout Ozu, rester sur ces 13-là, et quelque part, quelle est la place aussi d'Ozu dans votre vie? Parce que voilà, c'est encore une fois, c'est un livre, c'est pas simplement Ozu, c'est vous et Ozu, et c'est ce qui le rend peut-être encore plus accessible. Justement, c'est pas une leçon sur Ozu ou sur ce qu'on devrait penser de Ozu et de son cinéma. C'est comment vous le ressentez. Et quelque part, c'est la meilleure et la plus grande des leçons qu'on peut donner sur Ozu en particulier, sur le cinéma en général. Bon merci Christian Toral. Je sais pas où il est passé, mais merci de ton accueil, et c'est un bonheur pour moi de me retrouver à Ombre Blanche et de revenir ici pour parler de films. Merci de l'invitation, et aussi pour tout à l'heure à la Cinémathèque. Et merci à vous d'être présents, et d'être présents nombreux. Avec ces questions-là, on va rater la séance, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, parce que, ça me touche beaucoup ce que vous avez dit, pas seulement par rapport à moi, mais ça capte qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui est à la fois si simple et si difficile à cerner dans le cinéma d'Ozu, et qui aura produit avant même, faudrait parler avant même de la considérable littérature le concernant, du sort des films eux-mêmes. C'est une trajectoire en termes de rapport avec le public, avec les publics, tout à fait singulière, hein, puisque Ozu commence donc dans les années 20. Il travaille dans un grand studio, le cinéma japonais. Comme vous savez, le Japon est le pays asiatique qui s'est développé sur un modèle occidentalisé bien avant tous les autres, à partir de ce qu'on appelle l'ère Meiji à la fin du 19e siècle, et étant un pays qui s'industrialise sur un modèle de type occidental, pour aller très très vite. Il a un cinéma qui se développe sur un rythme comparable à celui des pays occidentaux, et plus précisément sur un système comparable au système américain, hollywoodien, avec des grands studios, des major companies, et du cinéma de genre. Et Ozu va commencer, va être très, très vite réalisateur qui travaille dans ce système-là. Il aime beaucoup les films américains. Enfant, adolescent, il écrivait des lettres d'amour à des stars américaines, etc. Enfin, il va faire des films. Donc, comme on a dit, donc évidemment, c'est du cinéma muet au début. Le cinéma muet dure plus longtemps au Japon qu'ailleurs, pour une raison particulière, c'est que les films muets au Japon étaient accompagnés d'une personne, un homme toujours, qui racontait ce qui se passait sur l'écran, et qui était souvent, les gens allaient moins voir un film que écouter, ce personnage s'appelle le Benchi, allaient écouter un Benchi en particulier qu'ils appréciaient particulièrement. Et bien sûr, les Benchi, qui étaient puissants parce que respectés, aimés pour leur talent, etc., ont mené une guerre du plus fort qu'ils ont pu contre l'arrivée du parlant, qui faisait juste disparaître leur fonction et leur travail, ce qui fait que c'est jusqu'au milieu des années 30 que le cinéma muet va perdurer au Japon, et le premier film parlant de Ozu date de 1936, et qui sont des films avec des films de genre, disons. Il va faire des films qui sont plutôt du côté policier, des romances, des mélodrames, avec
quelquefois une dimension comique, et une dimension sociale aussi. Jusqu'à l'arrivée au pouvoir de la dictature militaire japonaise, il y a un mouvement de gauche très actif au Japon et qui porte attention à la situation sociale dans le pays. Ça se traduit dans une part significative du cinéma japonais de cette époque-là, et Ozu en fait partie. Il va continuer comme ça, et c'est un cinéaste à succès au Japon, très vite et tout le temps. Tous les films auront plus de succès que d'autres, mais globalement, il va travailler tout le temps dans le système des studios, presque tout le temps pour le même studio qui s'appelle la Shochiku, sauf les Sœurs Munakata, qui est un autre gros studio, la Toho. C'est pour ça que les Sœurs Munakata, pendant longtemps, il n'y a pas eu accès, parce que la Shochiku avait fait circuler les films d'Ozu, mais la Toho, ça ne l'intéressait pas. Et donc ce film-là était resté sur une étagère, mais ça y est, cette fois-ci, on l'a retrouvé. Et donc c'est un cinéaste à succès au Japon, qui va le rester jusqu'à sa mort, donc en 1963. Hein, comme vous savez peut-être, il est mort le même jour qu'il était né, le jour de ses 60 ans, le 16 décembre 1963. Il était né le 16 décembre 1903. Et jusqu'à sa mort, ce sera un cinéaste à succès japonais, absolument inconnu hors du Japon. Et qui, alors que nous les Occidentaux, qui avons superbement ignoré, disons pendant la première moitié du XXe siècle, qu'il existait un cinéma non occidental, l'Occident dans ce cas-là allant de Los Angeles à Moscou, disons, cinéma non blanc pour aller plus vite, a commencé à s'en apercevoir vraiment à s'en apercevoir en 1951, quand un autre japonais, Akira Kurosawa, remporte le Lion d'Or à Venise avec Rashomon. Et puis il a commencé à s'en apercevoir un peu mieux, un peu plus tard, grâce au Cahier du cinéma et au directeur de la Cinémathèque française, Henri Langlois, pour un deuxième grand cinéaste japonais, Kenji Mizoguchi. Et en gros, on considère que ça va, quoi. Ça y est, on a deux Japonais, on a déjà du mal un peu à se souvenir leur nom, et c'est un phénomène qui reste très très compliqué aujourd'hui pour faire rentrer dans une reconnaissance large des gens avec des noms exotiques qui viennent d'autres zones du monde que celles auxquelles on est accoutumé. Ça s'est amélioré depuis, mais toujours de manière laborieuse, et ça le reste. Mais toujours est-il que ça plafonne pendant longtemps la reconnaissance du cinéma japonais à ces deux réalisateurs-là. Et puis après arrivent des gens plus modernes qui vont, alors plus jeunes, qui est moderne et qui ne l'est pas est un autre sujet, mais les générations d'après, qui vont faire que ça a l'air d'appartenir au passé, ce qu'on n'avait pas encore découvert, alors qu'il y avait plein, hein. Il n'y a pas qu'Ozu, il y avait des dizaines et des dizaines de cinéastes, dont alors Ozu est un des plus grands, mais il y en avait des tas d'autres, et tout ça reste complètement ignoré. Et il y a un vrai refus. Et Langlois, par exemple, à un moment, au début des années 60, montrait des films. Langlois était un génie de la programmation, et donc il faisait des assemblages de films en faisant se rencontrer des choses différentes. Et il met un film d'Ozu avec un film de Kurosawa et un film de Mizoguchi, et il se dit, mais c'est le plus beau des trois, en fait, alors que pour lui, c'était un truc un peu faible, c'est des petites histoires de famille où il ne se passe pas grand-chose, etc. Il dit, mais c'est le plus grand cinéaste des trois, c'est celui-là. Et du coup, il se démène comme un beau diable, et il avait des ressources dans l'indifférence totale qui va échouer. Et ça va attendre encore très longtemps pour nous, spécialement en France, mais c'est plus ou moins la même situation dans le reste de l'Occident, disons en Europe de l'Ouest et aux États-Unis, qui sont quand même là où se fabriquent
la reconnaissance, ce qu'on appelle la reconnaissance mondiale ou internationale, jusqu'à la fin des années 70, avec, pour la France, la sortie de 3 films d'Ozu, 3 des films qui sont parmi les 13, là, qui sont donc l'ensemble de ces derniers films, ces 13 derniers films, sur le rythme, qui est d'ailleurs son rythme à peu près constant depuis les années 20 d'un film par an, puisque c'est 13 films en 13 ans, 1949, 1962. Et puis après, il meurt alors qu'il est en train de réaliser le suivant, ce qui signifie incidemment que ce qu'on appelle le dernier film d'Ozu, qui est effectivement le dernier, Le goût du saké, n'est pas le film testament, n'est pas un film d'un homme qui était il avait 60 ans, il n'était pas en très bonne santé, il buvait comme un trou et il fumait comme un pompier, donc il n'était pas super en forme de toute façon, mais il n'était pas du tout prévu il n'avait pas une maladie grave particulière ni rien, et voilà, c'est arrivé comme ça, alors comme ça ou pas comme ça, puisque l'événement qui s'est produit, c'est qu'il a vécu toute sa vie avec sa maman très âgée est morte, et il est mort juste après. On en tire les interprétations qu'on veut, mais donc il y a cette relation très forte à l'intérieur du Japon et complètement, pendant très longtemps, non vue à l'extérieur, qui fait partie de l'étrangeté de ce cinéma-là, qui demeure, et moi je suis touché de ce que vous avez dit, qui était en tout cas qui correspond à mon expérience. C'est un livre qui est né de mon rapport personnel à ces films. Je raconte au tout début que la première fois que j'ai vu un film d'Ozu, c'était le plus célèbre des films, celui qu'on dit son plus grand film. C'est pas mon avis, mais c'est un film magnifique et hyper important, qui s'appelle Le Voyage à Tokyo. Et la première fois que je l'ai vu, ça m'a ennuyé. J'ai pas aimé ça. Pour moi, c'était important de le raconter, pas sur un terrain personnel et anecdotique, mais de dire qu'il y a un chemin vers des grandes œuvres, que c'est pas forcément le coup de foudre immédiat pour les choses les plus riches, les plus surtout que c'est évidemment, j'imagine, si vous êtes là, vous avez au moins une certaine expérience de comment sont les films d'Ozu, vous en avez vu au moins un ou deux peut-être. Si c'est pas le cas, je m'en réjouis pour vous que vous les découvriez, mais c'est pas des films qui vous en mettent plein la vue d'emblée. C'est pas des films waouh. C'est des films qui construisent des relations un peu progressives. Et c'est une très belle histoire qu'il faut toujours, je trouve, raconter. C'est l'histoire des passeurs. C'est comment des publics rencontrent des œuvres. Et dans ce cas-là, il y a 2 passeurs en France. L'un en France et en Europe ou en Occident même. Là, en France, c'est un distributeur qui s'appelle Jean-Pierre Jackson et qui va sortir donc ses 3 premiers films, puis tous les autres, puis éditer le journal d'Ozu, qui est traduit en français, un très gros ouvrage, très touchant pour rentrer dans son intimité, son rapport au travail. Et l'autre, c'est Wim Wenders. Et Wim Wenders réalise un film qui s'appelle Tokyo-ga, au tout début des années 80, et qui est un film... Je ne suis même pas sûr qu'il y en ait d'autres comme ça. Parce que Wim Wenders, au début des années 80, c'est le cinéaste. C'est l'homme qui incarne le mieux la modernité du cinéma, la cinéphilie. À la fois, il a gagné une palme d'or avec Paris, Texas. Les ailes du désir sont considérées comme un chef-d'œuvre, ce qu'ils sont effectivement, à mon avis. Et puis, les films d'avant et tout ça, c'était vraiment... Il jouit d'un prestige dans le monde cinéphile. Ce n'est pas le très grand public, mais dans le monde cinéphile, presque sans égal, ou on peut dire si, Godard, mais Godard, c'est déjà la génération loin avant, etc. Et Wenders fait un film pour dire, quoi ? Mais comment c'est possible ? Vous êtes des gens qui croyaient aimer le cinéma, et vous ne connaissez pas Yasuhiro Ozu,
mais vous êtes à la rue, mais vous êtes nuls. Mais bougez-vous et allez découvrir le cinéaste aussi important que ça. Et ça va avoir un effet incroyable comme ça, de stimulation, d'attention. Donc, à ce moment-là, on peut commencer à les voir. Jackson a commencé à sortir les films. Il va y avoir à Paris, mais ça aura circulé ici, en région. Et je suis bien sûr que Toulouse, qui est une ville qui est toujours extrêmement attentive à ce qui se passe important dans le cinéma, ça s'est arrivé aussi. Les films circulent, on commence à écrire, et ils sortent de plus en plus et se construit cette découverte, mais avec toujours cette relation à des situations sans rien d'extrême. Alors, on dit, c'est une histoire, c'est une sorte de blague pour les gens qui se sont intéressés à la question. Tout le monde, à un moment, dit c'est hyper japonais, ou c'est voire trop japonais. C'est pour ça qu'on n'avait pas compris. Sauf les Japonais qui disent ça veut rien dire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de trop japonais, etc. Regardez les films, parce que ce qu'il fait ne ressemble pas non plus à ce qu'ont fait d'autres Japonais et tout. Et il y a, alors on a mentionné la littérature considérable qui le concerne. Pour moi, il y a deux grands livres, pas seulement qui sont sur le cinéma d'Ozu, mais étant sur le cinéma d'Ozu, qui sont deux grands livres de cinéma en général, tous les deux écrits par des Japonais, un par un immense cinéaste beaucoup plus jeune, qui, dans un premier temps, a été contre Ozu, parce qu'il faisait partie de cette nouvelle vague qui voulait tout faire sauter, qui s'appelle Yoshida, Kijo Yoshida, qui nous a quittés il y a pas longtemps. Qui était venu à la Cinémathèque, on avait fait une rétro, il est venu. Voilà, qui est un cinéaste génial et un homme magnifique qui parlait en plus un français exceptionnel, et qui a écrit un très beau livre qui s'appelle L'anti-cinéma de Yasujiro Ozu. Anti-cinéma, je ne veux pas du tout dire contre le cinéma, mais en rupture avec tout ce qu'il y a. Ça a l'air très conformiste, le cinéma d'Ozu, et rien n'est conformiste. Mais ça ne se voit pas tout de suite. Et c'est ce qu'essaye de décrire et de raconter Yoshida dans ce film. Et il fait, avec le cinéma d'Ozu, quelque chose qui, dans l'histoire de l'écriture sur le cinéma, à ma connaissance, ne se compare qu'à un autre livre, qui est le livre de Robert Bresson sur son propre cinéma, les notes sur le cinématographe, pour dire « je fais autre chose ». Que ce que tout le monde appelle du cinéma. Je fais ce que moi j'appelle du cinématographe. Et je défends une autre manière d'en faire. Et ben, Ozu, ça ne lui a même jamais traversé l'idée d'écrire quelque chose de comparable. Il n'a absolument rien de théoricien ou de commentateur de son œuvre. Mais Yoshida, lui, fait ce travail-là. Et l'autre, qui est un livre écrit par le plus grand intellectuel du cinéma japonais, qui s'appelle Hasumi, Shigehiko Hasumi, qui a écrit, qui a été comment on appelle ça, le recteur de l'université de Tokyo par ailleurs, qui a formé plusieurs générations de jeunes réalisateurs japonais, qui est aussi un des meilleurs connaisseurs, spécialistes au monde de Gustave Flaubert. Et qui a été le secrétaire de Roland Barthes pendant quelques années, du temps où il vivait en France, et qui a écrit un livre qui est publié aux éditions en français, aux éditions des Cahiers du cinéma, qui s'appelle juste Ozu, et qui est juste. Alors, c'est pas du tout. On n'a pas du tout fait la même chose, et de toute façon, ce qu'avait fait Hasumi était pour moi si génial que jamais de la vie j'aurais essayé de m'aventurer dans les mêmes chemins que lui, mais c'est partir à l'aventure dans le cinéma d'Ozu que Hasumi connaît, et il y a, si vous avez l'occasion, vraiment, moi j'ai adoré, je l'ai lu je ne sais pas combien de fois, parce que c'est comme de la poésie inspirée, mais en même temps réflexive et attentive à ce qu'on voit dans les films. Il fait tout un chapitre sur les escaliers vides dans les films d'Ozu, dont on ne voit jamais ce qu'il y a en haut.
Et ça, voilà. Et ça, après, à partir de là, il fait comprendre plein de trucs, il raconte plein de choses et tout ça. Et c'est une autre façon admirable à la fois de s'emparer du cinéma d'Ozu et en même temps de nous ouvrir des directions et des espaces. Moi, je connais c'est assez bien. Je ne suis pas un spécialiste du cinéma japonais, je ne parle pas japonais, je ne me présente absolument pas comme avec ces oripeaux-là, ou ces costumes-là. Mais il y a eu un été, je me suis fait un cadeau. Et je me suis dit, pendant cet été, je passe mes étés dans la montagne, je vais revoir les 13 derniers films d'Ozu, et chaque fois que j'en aurai revu un, je vais écrire ce que j'ai éprouvé en le voyant. Et voilà, ça a fait ce petit livre-là, qui, pour être tout à fait honnête, est d'abord paru grâce à un petit éditeur bordelais, qui s'appelle Maurice Darmon, qui fait un travail éditorial magnifique, avec une maison d'édition qui s'appelle 202 Éditions. Et Maurice me disait toujours, si un jour tu as envie d'écrire un truc, moi je te publie. C'est absolument magnifique en termes, c'est pas comme ça, c'est une autre maquette, une autre fabrication éditoriale. Il y a 250 exemplaires, il a été épuisé tout de suite. Donc c'est pour ça que les cahiers ont bien voulu le rééditer. Je les en remercie beaucoup. Oui, parce que c'est pas si vieux que ça, c'était 2019. Hein, oui, c'était juste avant le Covid qu'on avait, on avait fabriqué ça. Et donc c'est effectivement, et c'était très juste ce que vous avez dit, alors c'est pas exactement une rencontre, c'est des retrouvailles, mais différentes. Tout ce que j'ai écrit là-dedans, je ne le savais pas d'Ozu avant le moment où je les ai revus à ce moment-là, alors que tous ces films-là, je les avais vus plusieurs fois. Et c'est... Bon, alors, je suis tout seul, enfin, pas tout, deux, dans la montagne, et je regarde un film chaque soir, et qu'est-ce que je perçois qui se joue dans ces films-là, et des fois ça va dans des directions complètement différentes. Des fois ça tient juste un détail formel, des fois ça tient un ressort dramatique qui n'est pas forcément l'histoire principale, mais un truc en plus et tout ça, mais qui fait apparaître plein de choses qui me semblent pertinentes et pas que anecdotique, bien sûr, et mériter de faire ces 13 petits chapitres sur ces 13 films qui sont, alors, il ne fait pas de doute, à mes yeux, qu'ils constituent un ensemble. Ces 13 films-là, ils le constituent pour une raison technique, mais qui n'est technique, mais pas anecdotique, elle non plus, ils sont tous écrits avec le même scénariste, Kogonoda, avec qui Ozu, dès son premier film, il y avait déjà Kogonoda, ils se connaissent depuis les années 20. Donc, mais après, Noda a écrit pour des tas d'autres gens, et puis il y a des tas de films d'Ozu qui n'étaient pas écrits par lui. Là, il se retrouve en 1949, et les 13 derniers films. Et puis, ce sont les films, alors, parce que c'est intimiste, hein, on le sait, on le dit, parce que juste après, peut-être on y reviendra, mais c'est aussi l'idée de dire Ozu ne ressemble à peu près à rien de ce qu'on en dit, y compris mon excellent ami Macheret dans Le Monde d'hier soir encore, qui redit un peu ces films de la mélancolie, du conformisme, du passé qui va s'éteindre et tout ça. Moi, je vois rien de tout ça dans les films. Enfin, ça y est, mais il y a tellement plus et mieux, et ce sont les films, c'est le cinéma plus qu'aucun autre d'un pays, d'un empire vaincu, occupé par une puissance étrangère, et qui invente à l'échelle des familles, de la maison, du travail quotidien, des rues, des bistrots, des petits voyages entre couples ou entre parents et enfants, etc. Comment on va vivre après avoir été un empire, une dictature qui a occupé
un quart de la planète dans le sang et la violence extrême, puis qui a pris la bombe atomique sur la tête, qui a pris le déshonneur de l'empereur qui se rend à MacArthur, et qui est occupé. Il commence à tourner. Les Américains sont force d'occupation jusqu'au milieu des années 50. Hein, donc tous les premiers de ces films-là passent devant la censure américaine, qui occasionnellement fera changer une phrase de dialogue quand ça a l'air d'être pas gentil avec les amis américains. Mais les films racontent ce monde-là et l'extraordinaire, et racontent, y compris, et ça nous le savons, et les Japonais, il ne faut pas le savoir, racontent ce qui va arriver. Raconte comment le Japon se relève et va redevenir une puissance mondiale de premier rang pendant les décennies qui suivent, dans l'invention d'une relation inédite, très compliquée, entre ce qui est japonais et ce qui n'est pas japonais, ce qui est ancien et ce qui est moderne, ce dont il faut faire le deuil et ce à quoi il faut continuer de tenir. Et en même temps encore, il raconte que des histoires de liberté individuelle et de liberté. J'ai l'impression que personne ne voit ça alors que c'est gros comme une maison. Ce sont que des femmes. Oui. Et ce sont que des femmes qui jamais ne font ce que l'environnement a prévu qu'elles vont faire. Alors des fois, elles font des choses que nous appellerions traditionnelles alors qu'on les pousse à faire d'autres trucs. Mais elles choisissent. Et dans tous les films d'Ozu, qui a été vraiment traité comme un réactionnaire pendant très longtemps, ce sont des histoires d'autonomie construites par les films, donc ce qu'ils ont est construit par le scénario de Noda, soit tout seul, soit coécrit avec Ozu, qui est co-scénariste d'une partie des films, puis les autres c'est Noda tout seul, crédité comme scénariste. De toute façon, ils sont ensemble tout le temps, et ils picolent ensemble tout le temps. Ils boivent non-stop, de toute façon, tous les soirs, y compris, etc. Donc ça ne change pas grand-chose. Mais par la mise en scène, par la manière dont les films sont faits, et une mise en scène où, contrairement aussi à ce qu'on dit tout le temps, les films ne se ressemblent pas du tout. Alors, ils ont des points communs repérables, super faciles à reconnaître. Et en fait, si on les regarde justement avec peu d'attention, ils ont une tonalité singulière, chacun d'entre eux, avec des amplitudes considérables éventuellement d'un film à l'autre, et qui fait que la richesse joyeuse, c'est une aventure incroyablement joyeuse de traverser ces 13 films. Avant de revenir justement là-dessus, les films précédents, ça vous a pas du tout effleuré peut-être de revenir, d'ouvrir, parce que les 13, c'est extrêmement cohérent, mais c'est vrai que formellement aussi, les Ozu d'avant-guerre sont des films qui peuvent surprendre quand les spectateurs qui connaissent les Ozu sur les 13 derniers, c'est-à-dire ce qui fait, quand on parle d'Ozu, on pense plutôt à ce cinéma-là. Quand on voit des films précédents, on est surpris dans l'écriture, par le côté très occidental, finalement, dans le rythme, le récit, le découpage, le choix des plans, etc. Et où ça peut surprendre, et du coup, où on peut dire, attention, ça c'est un film d'Ozu, mais on s'en serait pas rendu compte. Alors que ces 13-là, il n'y a pas de, je veux dire, voilà, il n'y a pas de, en un plan, on sait que c'est un film d'Ozu. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a travaillé, de vous dire, est-ce que de ce corpus, on va dire, de films-là qui est très cohérent, est-ce que j'imagine d'aller un peu plus loin dans le temps, de revenir, et aussi pour dire voilà, Ozu, quelque part, comment dire, c'est presque comme une marque extrêmement visible de
de la variété et de la diversité qu'il y a dans le cinéma d'Ozu, dont on se rend peut-être pas compte au premier abord quand on regarde les 13 films, parce qu'il y a vraiment de très très grands points de commun, mais ça on y reviendra après, parce que moi je trouve que c'est ce qui me fascine, c'est comment les films semblent se ressembler et en fait ne se ressemblent jamais en fait, quoi. Et la question du geste, mais déjà sur les films précédents. Mais ben non. Non. En fait, non. D'une part, j'avais pas envie de faire un travail d'historien du cinéma et ni d'érudition, mais vraiment, comme vous l'avez très très bien dit tout à l'heure, de rencontres personnelles et affectueuses. Moi, je suis d'abord un critique. Je suis un peu prof de temps en temps, mais je me reconnais davantage dans la position du critique ou de ce que Jean Douchet appelait l'art d'aimer, quoi. C'est que cette relation. Et d'autre part, ça m'intéressait de montrer la diversité dans ce qui est réputé être toujours pareil. J'ai caricaturé un tout petit peu dans l'autre sens, mais c'est vrai qu'il y a cette idée qui s'appuie sur des éléments dont il faut prendre acte pour, à partir de là, de ces ressemblances puissantes dans ce corpus des 13 derniers films. Je trouvais ça plus intéressant d'y montrer à quel point un vrai cinéaste, très exactement ce que, à l'époque d'Ozu, les cahiers du cinéma avaient appelé un auteur, c'est-à-dire quelqu'un qui, à l'intérieur, y compris du système le plus formaté, parce que les films que fait Ozu, c'est un genre cinématographique japonais en tant que tel. C'est un genre cinématographique qui est le film de famille de la classe moyenne, disons. Et ces gens-là qui sont à l'écran, ils vont se voir à l'écran. C'est un genre qui a beaucoup de succès dans cette période-là, qui reflète en fait, qui raconte aux gens ce qu'ils sont en train de vivre effectivement dans cette période-là. Et il est, on pourrait dire, le meilleur cinéma, ou un des meilleurs, puisque si on repasse par les très très grands noms du cinéma japonais de cette période-là, on aura mis, après Ozu, encore 20 ans à découvrir qu'il y en avait un quatrième qui s'appelle Mikio Naruse et qui est aujourd'hui également reconnu comme aussi important que Mizoguchi ou Ozu, ou Kurosawa, mais en faisant des choses différentes, et qui lui aussi, Naruse, est beaucoup dans la vie quotidienne des films contemporains, des choses qui se passent entre des mariés et des femmes, dans son cas davantage qu'entre des parents et des enfants, comme souvent chez Ozu, mais à l'échelle de la maison, disons, et de la famille. Et donc tous ces éléments de similitude faisait partie de ce que j'avais envie de travailler pour montrer à quel point, à l'intérieur de ça, et à l'intérieur d'un système qui est aussi un système économique, s'il n'avait pas eu de succès, les studios l'auraient viré. Donc il est dans le système, ça va, globalement, il y a eu quelques incidents, mais globalement, ça se passe bien. Il fait les films qu'il veut, etc., parce qu'il a du succès, donc que l'industrie veut bien. Et pourtant, à l'intérieur de cette industrie qui est au moins aussi rigide que Hollywood, il y a cette liberté hallucinante, cette inventivité, cette diversité, cette beauté, etc. Et c'est ce mélange un regard personnel, et on peut reparler y compris d'une des caractéristiques que je n'ai pas encore mentionnées de ces 13 films, qui est un peu la tarte à la crème à propos des films d'Ozu, qui est la position de la caméra, puisque Ozu va développer auparavant cette possibilité de la caméra à 60 cm du sol, et après il va la systématiser à partir de ce moment-là. Et les 13 derniers films sont filmés. Alors, c'est pas encore. Il y a 4 plans qui échappent dans Printemps tardif, celui de 49. Et après, il peut y avoir sinon, c'est une caméra fixe à cette hauteur-là, qui est
une immense proposition plastique, esthétique, 50, avec toujours le même objectif, etc. Et qui est exemplaire, pour moi. Il ne faut pas en faire l'alpha et l'oméga du cinéma d'Ozu, parce qu'évidemment que c'est bien plus et autre chose que ça. Mais d'une part, ça permet de dire... Ozu, il écrit les scénarios. Les scénarios sont super écrits. C'est extrêmement détaillé et tout. Hein. Il va sur le plateau avec toujours le même chef opérateur, la même équipe et tout ça. Ils savent ce qu'ils vont faire. On sait la hauteur de la caméra, on sait l'objectif, on sait ce qu'on va faire. Il explique où est-ce qu'il faut. Il veut qu'on mette la caméra, les assistants et le chef op installe la caméra et tout ça. Il va regarder dans la caméra et il la change de place. Ça veut dire que c'est jamais un système, que c'est jamais une sorte de recette fabriquée une fois pour toutes, et après, il n'y a qu'à refaire tout le temps la même chose. Alors que, on va dire, c'est toujours filmé à la même hauteur. Oui. C'est jamais un système. Et c'est incroyable. Moi, j'ai eu le privilège, parce que j'étais là-bas à ce moment-là, ils avaient reconstitué un plateau de tournage d'Ozu avec la vraie caméra qu'il utilisait, l'objectif, sur un pied qu'il avait fait fabriquer exprès à la bonne hauteur, qui ne bougeait pas. On voyait le décor. Franchement, c'était un gadget pour touristes. On regardait dans l'œilleton et c'était un plan d'Ozu. Et c'est inexplicable, mais c'était un plan d'Ozu. Et ça n'avait rien à voir entre les deux. C'était un grand cinéaste qui avait fait la scénographie, un grand cinéaste de la génération d'après, Téché Garin, qui avait fait qui avait mis ça en scène, et c'était foudroyant parce que c'est incompréhensible. On dit ah ouais, comment ça marche? Je ne sais pas. Personne ne sait, mais c'est comme ça. Et il fait donc ce choix de plan après plan, scène après scène. C'est des plans longs, souvent c'est un seul plan pour une scène, etc. Mais il fait ce choix-là. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit quelque chose qu'on voit presque jamais au cinéma, parce qu'on ne filme pas à cette hauteur-là. On voit, si on filme à cette hauteur-là, on voit, ça a l'air tellement bête qu'on se dit, mais comment? On voit les corps en entier. On voit, quand quelqu'un se tient devant, on voit ses pieds, on voit ses jambes, on voit son torse et on voit son visage. Au cinéma, soit on voit des gros plans, ou le plus souvent des plans jusque-là, soit on est dans des plans larges où les gens sont loin. Là, les gens sont près, mais ils sont entiers. Et c'est juste un autre rapport qu'on connaît dans la vie et qu'on connaît très peu au cinéma, et bien plus qu'on a appelé ça plan tatami, parce que c'est comme les Japonais, ils s'assoient par terre dans les maisons traditionnelles. Sauf que dans les films d'Ozu, il y a plein de scènes qui sont tournées dans des environnements modernes, occidentaux, dans des bars, dans des bureaux, dans des maisons meublées à l'occidental et tout ça, toujours avec le même... Et donc, c'est pas juste qu'on est comme dans la maison traditionnelle, en kimono, en train de boire du saké. On l'est, ça en fait partie, c'est pas la peine de le rejeter, mais ça n'en dit pas du tout la vérité ou tout ce dont c'est porteur, parce que ça fonctionne hyper bien, ça fonctionne même d'une certaine manière encore mieux. Parmi les plans les plus impressionnants on réfléchit par rapport à cette position de la caméra, sont des plans où il y a des jeunes femmes habillées à l'occidental et qui portent des talons aiguilles. Et on les voit marcher, et tout d'un coup, les talons aiguilles ont une importance, et on les entend évidemment, et prennent une importance dans un cadre qui est d'une histoire qui est beaucoup construite sur
il y a des traditions, il y en a toujours au Japon. Le Japon n'a pas du tout, enfin, aussi modernisé, occidentalisé soit-il, et n'ont certainement pas fait disparaître l'ensemble de ces traditions. Et évidemment que dans les années 50, c'était encore plus le cas. Mais ces agencements étranges, parfois joyeux, parfois conflictuels, parfois désespérés, désespérants, de choses qui viennent de l'extérieur et des choses qui viennent d'un passé qui n'avait rien d'idéal non plus, mais se traduisent dans ces éléments-là. Et si on est au niveau du sol, ben on les voit, les chaussures des jeunes femmes. Il y a les talons aiguilles dans certains, dans d'autres, c'est plutôt on appelle ça des ballerines, enfin des chaussures plates, quoi. Et dans les deux cas, c'est des démarches qui sont plus du tout les démarches des femmes japonaises avec les chaussures traditionnelles. Ça change tout. Ça change la posture, ça change le corps, ça change. Et il y a énormément de dimensions dans le cinéma d'Ozu. Dès qu'on se met à y prêter attention, c'est même très impressionnant, de chorégraphie, de circulation coordonnée dans l'espace des corps. Qui se mettent à raconter plein de trucs en plus, même si, de manière générale, en phase avec l'histoire. Mais il y a vraiment des séquences où on se croirait chez Minelli ou chez Gene Kelly ils ne chantent pas, hein, ou ils ne dansent pas au sens classique, mais dans les circulations, dans les manières de bouger, y compris à certains égards dans le rapport aux vêtements aussi, etc., qui font une vitalité et une diversité des films vraiment remarquables. Oui, parce qu'il joue énormément aussi sur la profondeur de champ. Il va y avoir, il peut y avoir un seul personnage, mais quand il y en a plusieurs, ils sont pas forcément au même niveau dans le plan. Peut-être rappeler aussi que la caméra, si elle est à 60 cm, elle est aussi en légère contre-plongée, ce qui fait qu'on enregistre, qu'on prend vraiment comme ça l'ensemble du cadre. Mais du coup, dans la circulation, c'est extrêmement composé. Et il y a quelque chose que vous écrivez qui est très beau. Vous parlez de Hawks et de la caméra à hauteur d'homme, et que le système de Ozu, c'est, si je me rappelle bien, c'est à hauteur de l'humanité. C'est la hauteur des humains, qui sont d'ailleurs au moins autant et même davantage des femmes que des hommes. Mais évidemment, quand on dit à hauteur d'homme, c'est humain. Et il y a cette... oui, alors les rapports à l'espace sont d'une richesse et d'une diversité. Donc il y a... Et les rapports à l'espace sont très subtilement, très inventivement liés à la position des corps et des visages. Ozu filme très souvent des personnages de 3/4 d'eau, de 2/3, enfin, et leur position crée des axes dans la profondeur, selon la manière dont ils sont disposés les uns par rapport aux autres, dans des environnements qui sont codifiés. Alors on pourrait dire tous, hein, parce que évidemment la maison traditionnelle japonaise est un espace codifié, mais le bureau aussi, et chez Ozu c'est très carré, enfin, très structuré en termes d'espace, des angles, des écarts. Souvent, oui, les bureaux, il y a souvent des angles au premier plan qui viennent casser. Ouais. C'est très, il y aurait des gens l'ont fait un petit peu, puis c'est évoqué dans un article très bien du numéro de ce mois-ci des Cahiers du cinéma, hein, mais ça n'a pas approfondi la question, qui pourrait être approfondie peut-être par un étudiant en cinéma sur les objets. Les objets deviennent des espèces de pôles qui au sens, polarisent l'espace.
On peut s'amuser à repérer les bouilloires ou les théières ou des objets du quotidien comme ça. Il y a aussi des plans délibérément complètement plats et comme si à un moment il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de profondeur, etc. Il y a cette chose très étrange qui a été beaucoup commentée depuis le premier occidental qui a écrit sur Ozu, qui s'appelle Donald Ritchie, qui vivait au Japon et qui parlait japonais, qui connaissait très bien la culture japonaise, qui est dans pratiquement tous les films d'Ozu, en tout cas cette période-là, de temps en temps, il y a un plan où il n'y a rien. Il n'y a rien qui a à voir avec le film qu'on est en train de regarder. Il y a un poteau électrique dans une rue, il y a des gens qu'on ne connaît pas qui passent très très loin sur une route en haut d'une colline, il y a une espèce de lanterne sculptée en pierre, ça ne dit rien, oui, il y a des nuages dans le ciel, il y a des trucs comme ça, qui sont des respirations. Et donc là, ça a à voir avec toute la dimension quand même qui est assez évidente, même si c'est compliqué d'en parler, en tout cas pour moi, disons musicale. C'est de la composition musicale, tout ça, c'est la composition avec des corps, avec de l'espace, avec des objets, avec de la profondeur. Mais c'est vraiment... Et dans cette composition, il a besoin de ces sortes de respiration, c'est du linge qui sèche sur une corde à linge, et voilà quoi. Et, ouais, on attend, et on a un moment dont il était en train de se passer quelque chose qui va continuer de se passer. Il y avait un problème, il va être résolu ou pas par les personnages, etc. Mais on donne sa place à cette suspension, cette respiration. Et tout ça fait partie. Et donc tout ça, ça se repère dans tous les films d'Ozu, ou la plupart des films d'Ozu. Et en même temps, à chaque fois, ça fait une réponse de cinéma unique qui est chaque film, plus, puisqu'il y a, dans ces 13 films, il y a 2 films qui sont des remakes de films qu'il avait fait auparavant. Un qui s'appelle Bonjour, Ohio, avec les enfants, et un qui s'appelle Les herbes flottantes, qui sont un peu 2 films à sujet un peu décalé par rapport aux autres, puisque dans un cas, les personnages principaux, c'est deux petits garçons, 2 frères, et dans l'autre, c'est une troupe de théâtre itinérant dans une petite ville au bord de la mer, etc., alors que tout le reste, c'est quand même plutôt qu'avec des adultes dans des grandes villes et dans des rapports au sein du... Alors, Ohio... Bonjour, c'est dans une famille aussi, mais ils sont un peu des... Mais si on veut, on fait ce qu'on veut, mais si on commence à comparer le premier film, les 2 sont magnifiques dans les 2 cas, et c'est pas du tout dire il y en a un qui est mieux que l'autre et tout ça. L'immensité des répertoires d'innovation, y compris de micro-détails, de déplacement par rapport à un personnage, par rapport à des temporalités, par des rythmes, ce sont une des caractéristiques étant que les deux films récents, qui sont des remakes explicites de films anciens, sont 2 films en couleur. Qui, évidemment, les films anciens étaient en noir et blanc aussi. Et la couleur, à partir du moment où il passe à la couleur, elle devient une nouvelle ressource expressive utilisée avec la même liberté, la même créativité qu'il utilisait l'espace, le mouvement, les sons, etc. On pourrait même presque, on pourrait parler de remake aussi avec... entre le printemps tardif et le goût du saké, qui aussi, on est sur la même... oui, sur une variation. C'est une variation. Si on doit faire le résumé, c'est la même. Hein. C'est exactement. Et si on regarde les films, c'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même. Voilà. Il y en a un qui est un film formidablement joyeux et l'autre qui est un film d'une tristesse extrême. Et vous êtes pas fâché?
Si, et donc, c'est d'autant plus passionnant, c'est que pour le ressort dramatique, c'est il y a un père qui est vieillissant, sans être très vieux non plus, et qui a une fille, et lui considère que la fille devrait se marier, et elle ne veut pas le laisser parce qu'il va être tout seul, et elle aime beaucoup son père, et cette relation-là. À partir de ce canevas, et c'est le même monsieur qui joue le père dans les deux cas, Chicho Ryu, qui est acteur dans beaucoup de films, et dans ces films-là, pratiquement toujours dans un rôle de père. Mais à partir de là, justement, on peut faire deux films différents et dire, bon, bah alors si on a cette situation-là, qui est une situation qui permet de discuter des rapports entre générations en partant pas, et c'est ça qui est singulier chez Ozu, c'est ça qui lui a été beaucoup reproché, y compris peut-être probablement ce que moi je lui ai reproché la première fois que j'ai vu le film d'Ozu et que je ne les ai pas aimés, c'est que ça part pas du conflit. Et c'est pas les parents détestent les enfants détestent leurs parents, les parents sont affreux, il faut quitter la maison, il faut foutre le feu à la baraque, etc. C'est tout le monde n'est que dans une sorte d'attention, de bienveillance et de considération pour l'autre, et construit pour l'autre une trajectoire dont l'autre ne veut pas, mais qui ne va jamais passer, dans le cas en tout cas de Printemps tardif, par la cassure de la relation, même si après, alors dans le goût du saké, ça va être plus sombre la manière dont ça va évoluer, parce que les films d'Ozu, y compris ceux qui sont très doux, ce qui n'est pas le cas de tous, ne sont pas forcément gentils, ou pas tout le temps, et ça prend en charge des situations difficiles, des situations de crise, des situations de conflit, des situations de malheur, ça prend en charge des situations matérielles aussi qui peuvent être difficiles, des situations sentimentales évidemment, financières, etc. Donc ce qui fait la réalité de la vie n'est pas du tout évacuée, ni enjolivée systématiquement. Peut-être on peut dire qu'elle est dépassionnée. Je ne sais pas, parce que Setsuko Hara, son rapport à son père dans Printemps tardif est passionnément affectueux. Est-ce qu'on peut dire amoureux? Est-ce qu'on va projeter dessus quelque chose d'oedipien? Dépassionné formellement. Alors, dans la mise en scène, il y a comme une distance. Il y a comme une distance qui où on peut parler de sentiments, d'émotions, mais il y a une sorte de distance émotionnelle dans la mise en scène. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion, au contraire. Et je trouve que ça la révèle davantage que des scènes, d'une mise en scène complètement hystérique, par exemple. C'est vrai, mais il y en a quand même. Les scènes, et on va en revoir ce soir, parce qu'il y a au moins une scène dans Les Sœurs Munakata qui est d'une noirceur et d'une violence terrible. Alors, c'est pas Massacre à la tronçonneuse, hein, ça passe par d'autres moyens cinématographiques, mais c'est peut-être plus violent. C'est ce qui me semble aussi. Mais voilà, il y a en tout cas cette relation, et il y a, il y a des gens qui vont se suicider dans du film. Il y a des mères qui vont être détruites par ce qui advient à leur fils ou à leur fille et tout ça. Donc, encore une fois, c'est pas gentillet tout ça. Non. Mais ça ne passe que très rarement ou très, j'allais dire,
fugitivement, mais en même temps, quand ça devient, c'est d'autant plus fort. Et des fois, c'est une coupe au montage qui produit des effets de violence et de rupture, parce que c'est tout d'un coup une sorte d'angle coupant dans le rapport qui est advenu entre deux personnes ou deux situations, d'autant plus sensible qu'on n'était pas à en rajouter dans l'hystérisation des relations, comme ça peut arriver dans beaucoup d'autres films, y compris beaucoup d'autres films japonais d'ailleurs. Et que là, il y a cette relation-là, mais qui est, à mon avis, partie prenante de quelque chose qui se joue dans les films, parce que moi, je suis très réticent à l'attribuer consciemment à Ozu, parce qu'on n'a aucune preuve, aucun témoignage que ce soit son projet idéologique ou discursif ou quoi que ce soit. Mais ce qu'on voit, c'est que le monde change, et que c'est en changeant qu'il va continuer à vivre, et que c'est évidemment que ce changement comporte la mort, comporte les crises, comporte le vieillissement, comporte la maladie, comporte que des choses vont être détruites. C'est la vie même, c'est le fait qu'il y a un avenir, et donc c'est pas du tout ce cinéma nostalgique dont on nous rebat les oreilles. C'est un cinéma qui comprend et qui accompagne le fait que les choses changent, et puis les personnes âgées meurent. Et quand elles sont vieilles, après elles meurent. C'est pas un scoop en soi, mais c'est triste quand quelqu'un qu'on aimait meurt. Mais le processus lui-même n'est pas triste. Il est les toutes dernières images du voyage à Tokyo. La mère est morte, et c'était triste, et le père et la belle-fille se retrouvent ensemble. Et bien sûr qu'ils sont tristes, mais ils sont devant la mer. Les derniers plans, c'est le mouvement des vagues, c'est-à-dire un mouvement qui continue et qui fait que, comme les vagues, les générations vont se succéder et vont se poursuivre, et que c'est pas sinistre ou catastrophique, c'est même un acte de foi dans la continuation de la vie, avec des mutations qui valent pour les personnes, qui valent pour les familles, et qui valent pour le pays tout entier, parce que c'est toujours un cinéma qui, de plein de manières différentes, parle de la collectivité, même si ce ne sont jamais que des histoires de famille qui sont racontées. Il y a une réplique justement dans le voyage à Tokyo à ce moment-là, où il dit je viens de regarder le jour se lever, et c'était un très beau lever de soleil, ça va être une belle journée. Bon, alors qu'on est en plein dans le deuil. Il y a quelque chose qui est, parce que c'est vrai que, par rapport à tout ce que vous dites là, et qui est, moi, me semble-t-il, quelque chose qu'on ressent dans le cinéma d'Ozu, c'est que effectivement, ça n'a absolument rien de réactionnaire. Je trouve que c'est un cinéma qui est révolutionnaire finalement dans la manière, dans la forme, où il arrive à toucher quelque chose on va dire c'est peut-être de la révolution tranquille, mais en tout cas, on est toujours dans le changement et dans le mouvement, mais pas dans l'agitation. C'est en ce sens-là où vraiment on touche et on... Peut-être après, c'est des mots qu'il demanderait des longues exégèses, mais c'est peut-être plutôt un cinéma réformiste que révolutionnaire. Oui, c'est ça, oui. C'est un cinéma des évolutions, des possibilités d'évolution, d'acceptation qu'il y a des étapes et qu'on peut aller vers quelque chose de mieux. On ne va pas faire sauter la baraque, mais des choses vont se passer. Mais c'est un cinéma, et en ce sens-là, c'est un cinéma, j'emploie le mot avec beaucoup de guillemets, mais quand même, j'y crois, libertaire, au sens où, à un moment, les gens choisissent leur destin sans obtempérer à ce que l'ensemble des pesanteurs sociales dont ils relèvent et qu'ils respectent. Presque toujours, il y a des variantes, mais presque toujours, c'est pas... bande de cons, je vous déteste tous et je vais aller faire le contraire de ce que vous voulez. C'est oui, je suis d'accord, je comprends, et puis je sais que c'est par affection pour moi que tu me dis ça, mais je vais faire autre chose. Je vais le faire autrement. Et y compris des choix que nous
jugerions rétrograde dans certains cas, et ce sera le cas ce soir, mais on ne va pas trop dévoiler ce qui se passe à l'intérieur des sœurs Munakata, mais les sœurs Munakata, puisqu'on va le regarder ce soir, pour moi est une immense proposition de liberté, et c'est une proposition de liberté, c'est pour ça que c'est important, et que c'est important aujourd'hui, et tout ça, vis-à-vis de nous, les spectateurs. Parce que nous, comme les personnages, on sait ce qu'ils doivent faire. Eh bien, ils ne le font pas. Et donc, ils se libèrent vis-à-vis de nos schémas narratifs, psychologiques, voire politiques, si on veut, où on a décidé qu'est-ce qui est bien de faire dans cette situation-là. Les gars, il faut faire comme ça. Hein. Et puis, c'est ça le bien. Eh bien, non. Ils vont le faire autre chose et ils vont s'ouvrir. Les films vont vraiment littéralement leur ouvrir un espace de choix qu'ils semblaient ne pas avoir, y compris vis-à-vis du public. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est des films, alors, disons, démocratiques. Bon, il y a encore un gros mot, un grand mot, mais qu'ils laissent des choix différents à des gens qui avaient l'air d'être sur des rails, quoi qu'on pense de ces rails. Est-ce que vous diriez que dans les films d'Ozu, les personnages sont libres, que les personnages se libèrent, si ce n'est de la mise en scène ou du metteur en scène, mais se libèrent en fait d'un schéma narratif? Je pense aussi, après, par ricochet, au-delà des personnages eux-mêmes, que même dans la manière de mener le récit, c'est quelque chose dont on parle assez peu. Il y a aussi un grand art de l'ellipse. Chez Ozu, pourquoi ça nous touche peut-être autant, c'est parce que c'est extrêmement précis et qu'il va s'attarder sur des détails, sur des scènes qui peut-être ne servent absolument à rien du récit au premier abord, c'est-à-dire c'est pas des scènes, c'est pas une action c'est pas des scènes qui vont amener une action derrière, et de la même manière que il y a des séquences que l'on pourrait attendre et qui sont complètement évacuées. Je veux dire, par exemple, enfin il y a beaucoup de cérémonies, genre les mariages, on les voit pas, le marié, le promis, on le voit pas, parce que c'est pas ça qui est important. Mais du coup, qu'il amène ailleurs. Et est-ce que cette précision, on pourrait penser que quelque part ça pourrait être une contrainte, mais que du coup ça permet au personnage de se libérer de récits tout faits, c'est-à-dire qui sont codés. Hein. On parle d'un genre cinématographique. On sait très bien que un genre cinématographique, il est codé, on attend des choses. Et là, c'est comme si ils étaient libres et ils font leur propre choix. Les personnages presque sans rien demander à eux. Je l'aurais dit un tout petit peu différemment, mais on est d'accord. Hein. Je dirais, il y a de la liberté. C'est pas parce que dire ils sont libres, en même temps ils obéissent à tout un tas de codes, donc ça serait très facile de dire ils sont pas du tout libres. Regarde avec tous les trucs qu'ils respectent et tout ça, ou qu'ils croient qu'ils doivent faire. Donc, mais dans ces jeux très complexes d'appartenance, de contraintes sociales, d'apparence, y compris les corps, les gestes, les vêtements, les distances entre les gens, les postures, les façons de s'asseoir. C'est ultra codé. Et pourtant, il y a de la liberté qui, quelquefois, surgit de manière un peu étrange et inattendue, et que Ozu rajoute lui-même avec des plans bizarres qui ne sont pas dans l'histoire, ou qui sautent une étape, ou des choses comme ça, mais qui aussi, je sais pas comment on dit, le verbe sourdre, ça affleure doucement, et ça se diffuse, et on dit, mais à l'intérieur de tous ces codes, qu'ils ne combattent pas, c'est pour ça que je disais c'est pas des révolutionnaires, néanmoins ils s'inventent des espaces de choix, des espaces de liberté, des espaces de déplacement des relations, et il y a des personnages qui avaient l'air très libérés et qui vont
plutôt s'avérer beaucoup plus conformiste ou suivant des schémas préexistants, y compris ceux d'une forme plus, enfin, disons, moins traditionnelle que d'autres, et des gens qui sont dans les codes anciens, voire même archaïques, et qui pourtant peuvent y inventer des places pour eux ou des orientations autres que ce qui avait l'air d'être fabriqué pour eux. C'est quand même très beau et très et il me semble qu'on peut trouver que le fait que ça ne soit pas affiché comme tel, que ça soit donne plus de puissance, mais crée aussi toute cette relation plus instable qui renvoie à ce que vous disiez au début sur les gens ont du mal à en parler. Moi, je l'ai vu, je l'ai éprouvé, mais il me semble aussi, pour regarder eux aussi les films trop au nom d'idées générales ou d'idées préconçues. Je ne dis pas ça de Deleuze. Mais beaucoup des commentateurs, y compris il y a des grandes signatures sur Ozu, notamment Paul Schrader, qui a écrit un livre, disons, immensément amoureux et respectueux d'Ozu, qui pour moi est un tissu d'ânerie complet. Mais bon, c'est son interprétation. Oui, voilà. il a droit, et très bien. Mais c'est voilà, mais y compris en étant en total désaccord avec lui, ça rend hommage à Ozu parce que ça veut dire que des gens différents peuvent en faire des choses différentes. Et voilà, Schrader, il a fait ce qu'il en a fait lui, en quoi je ne me reconnais pas du tout. Merci beaucoup, Jean-Michel. Merci. Il s'agissait d'une rencontre avec Jean-Michel Frodon, enregistrée le 24 octobre 2023 à la librairie Ombre Blanche, à l'occasion de la parution de son livre 13 Ozu, 1949-1962, aux éditions des Cahiers du cinéma, et dans le cadre de la rétrospective à la Cinémathèque de Toulouse consacrée à Yasujiro Ozu du 24 octobre au 16 décembre 2023. Réalisation et mise en onde, Radio Radio, en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.